Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter trois petites histoires en un, mystique que j'ai intitulé Le mystère des jeux de hasard. Cette histoire se déroule dans la région du Sud Cameroun, dans une ville où je vivais à l'époque. C'est l'histoire d'un monsieur avec qui j'avais fait connaissance. Un jour, j'étais là, je causais avec lui. Et vu que ce monsieur était un peu bizarre, comme sa tête ne tenait pas bien, et dès qu'il a pris congé de moi, voilà un autre ami qui vient et il me dit ceci. Est-ce que tu connais même l'histoire de ce monsieur? Je lui demande de me raconter l'histoire en question. Il me fait comprendre que le monsieur, à l'époque, était un millionnaire. Donc il avait gagné plusieurs dizaines de millions au PMUC. Il s'est donc mis à construire des maisons, à réaliser des voitures, des motos qui mettaient dehors pour faire du taxi moto, des voitures également qu'il faisait il mettait dehors pour faire du taxi. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, ce monsieur-là a commencé à enregistrer beaucoup de malheurs dans sa famille. C'est les membres de sa famille qui tombaient malades, d'autres avaient ceci, il fallait libérer des gens en prison, il fallait donc toute forme de malheur dont vous pouvez vous imaginer. Et c'était ainsi que ce monsieur-là encore recommençait à prendre tout l'argent dont il avait gagné au pari des chevaux qu'il a remboursé, donc dépensé pour soutenir et sauver ces gens. Lui-même, ça n'allait pas, il faisait des maladies graves, des tensions, hypertension, il passait sur le coup d'AVC. Donc il a redépensé tout cet argent-là jusqu'à ce que ce monsieur-là revende tout ce qu'il avait acheté, maison, voiture, moto, tout ce dont il avait acheté. Jusqu'à ce que un de mes collègues supérieurs avait acheté même une de ses maisons, la maison qu'il avait commencé à construire. C'était donc ainsi que ce monsieur était rentré, donc il était devenu peut-être plus pauvre qu'il était avant de gagner ces millions-là. Et ce monsieur-là, si on vous dit qu'il avait touché des millions, vous ne pouvez pas croire, franchement, quand vous allez le voir, on ne peut pas croire qu'il a touché des millions à l'époque. Et ajouté à ça, moi-même j'étais un adepte des jeux de hasard, j'ai joué à l'époque, mais je n'avais pas trop de chance, j'ai gagné mais pas assez. Et vu que j'ai commencé à avoir connaissance de ces histoires, de ces personnes-ci, je me suis un peu tassé et j'ai décidé de laisser. Et il y a aussi une seconde histoire où il y avait une maman, pendant que moi je jouais plus dans le pari foot. Il y avait une maman là qui entrait là, elle était comme c'était pas très normal, mais elle venait jouer plutôt pour elle la course des chevaux, donc elle venait jouer aussi également le PMC. Elle entrait là, les cheveux un peu ébouriffés, elle était dans les vapes, elle bavardait seule, elle jouait. Et c'est comme ça aussi qu'une connaissance vient me parler de son histoire, que cette maman avait presque la même histoire que celui dont je venais de vous parler. Elle avait gagné des millions au PMC, elle a acheté des terrains, elle a acheté également certaines choses, mais au fil du temps, elle-même a commencé à être très malade. Elle est passée sur le coup d'un cancer, c'est pas de cancer par-ci, cancer de ceci, cancer de cela, jusqu'à ce qu'elle a redépensé tous ces millions-là pour se soigner. Et à la fin, elle a eu une méningite et ça l'a touché, donc ça l'a rendu comme elle était, c'est ça qui l'a rendu un peu disjonctée, genre là, elle n'avait plus tous les sens, mais néanmoins, elle savait dans sa tête qu'elle vient seulement jouer au PMUC. Et on m'a fait comprendre que
le terrain même qu'elle avait acheté, voulait réaliser. Voilà un monsieur qui se pointe un bon matin avec les documents que c'est son terrain. Et la femme, où elle avait fait comment pour s'acquérir de ce terrain, franchement, c'était un peu bizarre. Puisque la femme n'avait même pas un papier de ce terrain-là. N'avait même pas. Elle dit seulement qu'elle avait fait les affaires avec le vendeur. Le vendeur ne lui avait pas remis le terrain. Le vendeur était seulement parti délimiter que voilà le terrain. Et elle n'avait pas pris le temps de récupérer quelconque papier chez le vendeur. Mais son histoire était vraiment bizarre. Et elle essayait de partir se plaindre, mais on l'a demandé de justifier donc son terrain. Il n'y avait pas de pièce justificative. Et c'est comme ça qu'elle a perdu le terrain. Vous voyez que franchement, l'argent des jeux de hasard, c'est un peu un mystère dont on ne peut pas comprendre. Ajouté à ça, il y a un collègue également qui joue également au jeu de hasard. Et lui, il joue, il gagne. Il a beaucoup de chance, il gagne. Mais dernièrement, tout récemment, voilà sa femme, sa moitié avec qui il vit, qui commence à faire des maladies bizarres. C'est le diabète, c'est les débuts de cancer et consort. Et il est là chaque jour en train de dépenser des centaines de mille à l'hôpital. Pourtant, il gagne aussi. Donc, vous voyez que l'argent des jeux de hasard, il y a toujours une contrepartie. À ma foi, c'est comme un argent conditionné. Tel que vous gagnez, c'est comme ça que vous allez dépenser plus que vous en gagnez. Et c'est comme si ça vous inoptisait, comme si peut-être vous étiez sur l'emprise, vous étiez envoûté par ces jeux de hasard-là. De telle sorte que quand vous avez gagné une fois, vous ne voulez plus vous en passer, vous voulez toujours jouer. Et il faut bien regarder ces phénomènes-là, parce que vous allez voir peut-être quelqu'un derrière les machines à sous. Il joue, il gagne même bien, hein? Mais c'est comme si on l'avait cimenté là, c'est comme si c'était le fer élément, il est collé là, jusqu'à ce qu'il va encore repérer tout ce dont il a gagné et rentrer chez lui, chercher même avant de commencer à mettre des choses en gage ou avoir un peu de monnaie pour continuer à jouer. Ces choses-là, franchement, c'est très mystérieux et moi, je n'ai jamais vraiment compris ce phénomène-là. Bon, je suis passé par là, mais je n'ai pas trop mis le cœur, donc je n'ai pas trop mis l'esprit dedans. Parce que tel que vous mettez l'esprit dedans, vous êtes donc captivé par ces phénomènes de jeux de hasard là, et vous ne pouvez plus vous en passer. Ça devient comme une drogue. Ça devient comme une drogue, voire ça devient comme une possession, comme si vous étiez possédé. C'est un démon simplement qui vous possède et vous ne pouvez plus vraiment vous en passer de cela. Donc, la famille d'MG, faisons attention aux lois que le Tout-Puissant nous a fixées. Ces lois-là ne sont pas là pour nous nuire, mais plutôt c'est pour nous donner le bon vivre. Les jeux d'argent sont interdits, ne sont pas recommandés, sont proscrits par la Bible, la Sainte Bible. Et je pense que si on respecte les lois de Dieu Tout-Puissant, nous allons nous en sortir. Et si on ne respecte pas, si on viole ces lois, si on pêche, on va seulement subir les malédictions qui vont nous suivre à travers ces lois, ces commandements dont on ne veut pas respecter en question. Donc, famille d'MG, prions pour ne pas que notre esprit se livre dans ce genre de pratiques pour être sur l'emprise du mystère des jeux de hasard tel que je viens de vous raconter plus haut. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV, parce qu'avec d'MG TV, l'esprit de la témoignage s'anime pour les deux mondes pareils, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée « Neutralisé par la prière ». Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud Cameroun. C'est l'histoire d'un homme qui avait beaucoup traversé des malheurs dans sa vie, qu'il a décidé de devenir un homme de prière, voire un homme de Dieu. Une de ces nuits, il avait l'insomnie, il n'arrivait pas à dormir. Et il avait pour habitude de prier constamment avec ses fils. Mais cette nuit-là, il s'est levé autour de 2h, 3h du matin, puisqu'il n'arrivait pas à dormir, et il s'est mis à prier. Et dès que le monsieur commence à prier, il suit comme un grand bruit de branches d'arbres qui tombent sur son toit et ça glisse pour tomber à même le sol. Et ça a réveillé ses fils. Il sort donc discrètement, il s'en va dans sa cour par où le bruit venait. Il trouve une jeune et belle femme habillée en robe de soirée de nuit. Il a regardé la femme, il se met à poser la question à la femme.
Et la femme donnait l'impression de celle qui était saoule. Ils ont essayé de causer avec la femme ne parlait pas. Elle était comme muette, elle ne parlait pas. Ils ont longtemps essayé de faire dire moi à la jeune femme, la femme ne parlait pas. Ils sont donc restés là-bas, il s'est dit bon, il attend le lever du jour, il va l'amener dans un poste, soit dans un commissariat, soit dans une gendarmerie pour aller la déposer là-bas pour qu'on essaye de voir la suite, si on peut retrouver les membres de sa famille, puisqu'il ne comprend pas comment une femme tombe de son toit et elle se retrouve au sol. Parce qu'ils avaient fini par comprendre que ce n'était pas la branche d'arbre, que c'était plutôt une personne qui était quittée, tombée de son toit pour se retrouver au sol. Et c'était cette jeune femme habillée en robe de nuit. Et très belle d'après ce qu'il disait. Mais dès que le jour a commencé à se lever, donc 5h30, 6h, il a pris chemin avec la jeune femme en question. Et pendant qu'il marchait là, la femme commençait à vieillir. La femme qui était toute jeune, belle, commençait à vieillir, vieillir, pendant que le jour se levait, jusqu'à ce qu'elle est devenue toute vieille. Toute vieille, elle n'avait plus elle n'avait plus la force, elle n'était plus debout comme elle était debout dans la nuit. Et sa robe de soirée qui était noire, de couleur noire, et tellement belle, s'est transformée en un kaba, donc une robe évasée, comme la robe d'une veuve, les habits des veuves, si vous connaissez bien. C'est donc ainsi que, néanmoins, il a conduit la femme dans un poste de police de la place. Cette histoire était même passée à la télé, hein, franchement, cette histoire était passée à la télé. Il arrive donc là-bas, il explique ce qui est arrivé. Là, il se faisait dans le jour, il était 6h. Il explique ce qui est arrivé, que lui, il était en train de prier, patati patata. Une branche, il a cru que c'était une branche d'arbre qui est tombée sur son toit. Ça a fait un grand bruit, ça a même réveillé ses fils qui dormaient, puisqu'il avait l'insomnie. Et il a décidé d'aller prier. Et quand ils sont maintenant, ils trouvent donc la dame à même le sol. Elle était jeune fille, belle et en robe de soirée noire. Mais en décidant de prendre la route pour le commissariat avec elle, il a vu que la femme s'est transformée au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle devienne toute vieille comme on la voit actuellement. Mais c'est les policiers qui étaient là-bas, qui l'ont recueilli, qui l'ont reçu, étaient dépassés par l'histoire qu'il racontait jusqu'à ce qu'on avait appelé les médias pour venir, qu'il explique devant les médias pour qu'on voit ces faits divers de sorcellerie dont il a vécu et qu'il veut faire vivre au public. C'est donc ainsi qu'on pose les questions à la vieille femme. La vieille femme fait semblant d'être folle. Elle n'a pas, comme ça n'a pas tous les sens. Elle est un peu bizarre, trop bizarre. Elle n'est pas la peine. Et voilà que ça a commencé à faire le bruit dans la ville. Voilà donc des gens qui arrivent, des messieurs et ses fils, ses filles qui arrivent, ils viennent reconnaître la maman. Et il faut donc comprendre là devant les gens que la maman, effectivement la maman est veuve. Elle a perdu son mari. Depuis qu'elle a perdu son mari, elle fait comme des crises de folie. Elle fuit la maison, s'est montée, descendue, patati patata. On leur a demandé que bon, comment elle fait donc pour vous échapper jusqu'à se retrouver sur le toit de quelqu'un et après on la ramène ici en faisant comprendre qu'elle était jeune la nuit mais elle vieillit dans la journée. Comment vous faites donc l'autre là? Comment elle fait pour vous échapper? Ils ne savent pas. Elle était dedans, ils étaient en train de causer. Subtement elle a disparu, on a commencé à la chercher. De toute la nuit on l'a cherché, on ne l'a pas trouvée. C'est le matin que, avec les bruits, les rumeurs, ils apprennent qu'on a retrouvé une maman habillée en robe de veuvage là au commissariat. C'est pour ça qu'ils ont accouru, ils sont venus. Les gens se regardaient seulement que non, on comprend que vous savez qui est votre maman ou votre grand-mère et vous ne voulez pas trop entrer dans les détails de peur, de porter la honte ici là de la sorcellerie que vous vivez avec elle là-bas dans la maison. Peut-être il reste à savoir si vous-même vous ne faites pas partie de son groupe de sorcellerie. Donc c'est un peu ce que les regards des uns et des autres se disaient. Parce que moi j'étais là, j'ai vu cette maman-là. J'étais là, j'avais vu cette maman. Et franchement, elle m'avait l'air d'être pas du tout net, hein, franchement, pas du tout net. C'est donc ainsi qu'on a donc fait en sorte que ses fils et filles la déchargent pour la ramener à la maison. Après que les médias avaient déjà pris l'information qu'ils avaient déjà filmé et cette histoire avait été publiée. Donc, on a compris par la suite, parce que le monsieur avait appelé son pasteur, il avait demandé ce qu'il en était. Le pasteur a fait comprendre que c'est simplement l'âme de la prière qui a neutralisé la femme qui était dans ses vols de nuit. Et c'est où, dès qu'il a commencé à prier, et comme elle était dans les parages
de sa toiture, c'est où elle a été neutralisée et ça allait donc aspirer pour la jeter à même le sol, passant par sa toiture. Donc c'est donc ce qui arrivait. Donc elle sort là, elle se transforme en jeune fille la nuit. Elle va faire subir ce qu'elle va faire subir aux malchanceux qui vont trouver peut-être la mort plus tard. Et donc ainsi, on va aspirer les étoiles, les gens faire ceci, en tout cas faire tout ce qui est mauvais dans la société que seuls les sorciers maîtrisent. Et c'est donc ainsi que, donc, comme on le dit tantôt, la nuit tous les chats sont gris. Donc il faut donc faire attention à ce que nous, les hommes, comment il veut dire, coureurs de jupons, décidons d'attaquer dans la nuit. Donc c'est mieux souvent, même comme on dit que même en journée, c'est pas toujours évident, c'est mieux souvent quand même de faire, comment il veut dire, la cour, pour ceux qui sont tellement intéressés par la gente féminine, de faire la cour aux femmes en journée. C'est mieux de jour que de nuit. Et puis de nuit, ce qu'il faut d'abord avoir peut-être eu connaissance de cette fille-là avant, en journée, un peu essayer de prendre des informations sur elle avant de vous s'engager. Sinon, on va finir par tomber sur ce qui est jeune à voir la nuit, mais le matin, tu te lèves avec une maman que tu ne comprends pas, qui n'a même plus peut-être une dent dans la bouche. Donc, la sorcellerie existe. Donc, ne doutez pas. Ne doutons pas que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe bel et bien. Donc, franchement, il faut faire attention. Il faut prier pour ne pas se retrouver dans ce genre de situations qui peuvent nous entraîner là où on va regretter, voire qui peut nous donner la mort par la suite. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paulo Guéry de Dieu depuis la ville de Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être meilleur, ça n'est pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté DMG. Je viens encore pour une autre histoire et c'est celle de ma soeur jumelle. Je vais raconter comment elle est décédée. Donc l'histoire se passe, nous étions au primaire, moi et ma soeur jumelle, nous étions au primaire. Mais vu que moi j'ai parlé un peu tard, j'avais un retard. Donc elle était dans une classe supérieure que moi. Donc nous vivions dans une concession familiale chez le beau-frère de maman. On vivait chez le beau-frère de maman. Et le beau-frère de maman, il avait deux de ses neveux qui vivaient aussi dans la même parcelle. Et l'un de ses neveux avait une femme et un enfant. Maintenant, la femme de l'un de ses neveux-là, on va l'appeler Galia. Elle avait une meilleure amie qu'on va appeler Anna. Donc, maman Anna, c'était la meilleure amie de maman Galia. Elle venait tous les jours dans le foyer de maman Galia. Vu que maman Galia, c'était le genre de femme, elle est dans un foyer, mais elle a des dragueurs dehors, elle part à des rendez-vous. Donc, quand elle partait à ses rendez-vous, elle demandait à sa meilleure amie de venir chez elle, de cuisiner pour son mari et son enfant, le temps qu'elle-même, elle rentre. Elle faisait ça tous les jours. Tous les jours, maman Anna venait cuisiner dans le foyer de sa meilleure amie. Et une fois, elle est arrivée, comme d'habitude, cuisiner et elle a fait deux plats. Elle a fait un plat pour le mari de sa meilleure amie et elle a fait un plat pour l'enfant, pour leur enfant. Mais l'enfant, bizarrement, a refusé de manger la nourriture là. Elle a pris la nourriture et elle est montée. J'ai vu qu'on vivait dans un immeuble. Elle est montée là où nous vivions et elle est venue demander qu'on fasse échange avec elle de la nourriture, que l'une de nous donne la nourriture qu'on a préparée à la petite et elle nous donne sa nourriture. Moi, j'ai refusé, mais ma soeur jumelle a accepté. Moi, j'ai dit à ma soeur jumelle, la nourriture, là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas ça. Elle me dit, non, toi, tu as un retard et tout, tu n'es pas intelligente, toi, tu connais quoi? Elle n'a pas pris ce que j'ai dit en considération. Elle a quand même mangé. Mais quand elle mangeait, elle me dit quand même, la viande a un goût bizarre. Moi, j'ai dit, moi, je te dis, la nourriture, là, n'est pas bonne. Elle a fini de manger. Malgré mes reproches, elle a mangé et c'est passé. 3 mois après, ma soeur jumelle a commencé à avoir les yeux jaunes et son ventre a commencé à gonfler. Elle a eu un ballonnement, genre comme si elle était enceinte de 6 mois ou 9 mois. Elle avait vraiment un gros ventre. Donc quand ça arrivait, moi j'ai dit à maman, une fois, maman Anna avait préparé une nourriture et c'est ma jumelle qui a mangé ça. Je pense que c'est la nourriture là qui fait ça. Ma mère n'a pas pris ce que je disais en considération. On a ramené ma soeur à l'hôpital, on n'a pas trouvé de solution. On a ramené chez les tradipraticiens aussi, rien.
Et une amie l'a proposé d'aller chez un pasteur. Ils sont allés voir un pasteur. On a fait les prières sur ma soeur et on a sorti une viande. On a sorti une viande dans son ventre. Le pasteur n'a pas fait d'opération, n'a rien, même pas des incisions. Il a juste sorti une viande de son ventre. Et le pasteur a dit à maman, en fait, elle avait mangé une viande humaine. Voilà pourquoi. Que maintenant ça va, on le ramène juste à l'hôpital. Donc, quand maman est repartie à l'hôpital avec ma soeur, et malheureusement, elle est décédée là-bas. Quand elle décède là-bas, moi, je dis toujours pendant la veille, je dis toujours à maman que c'est la viande que maman en avait préparée. Elle ne me prend toujours pas en compte. Les années sont passées et on a appris que non, maman Anna était devenue folle. Quand on a appris qu'elle est devenue, c'est sa mère qui est venue chez nous. Que non, sa fille était devenue folle et tout, et qu'elle vient demander pardon au nom de sa fille. On demande pardon comment? Non. En fait, sa fille, elle jalousait le foyer de sa copine, maman Galia. Elle jalousait le foyer de sa copine Galia et elle faisait les fétiches. Elle faisait les fétiches pour séparer sa meilleure amie et son mari. Maintenant, vu que ça ne marchait pas, elle est partie voir encore son marabout et on lui a donné une viande humaine pour qu'elle cuisine pour l'enfant de sa meilleure amie. Quand la petite allait manger ça, la petite allait mourir. Et quand la petite allait mourir, ça allait séparer sa meilleure amie et son mari. Et elle allait récupérer le mari de sa meilleure amie. Mais malheureusement, Dieu n'a pas voulu, ça n'a pas marché. Et c'est ma soeur qui est décédée à la place. C'est elle qui est décédée à la place. Donc, la maman a parlé que non, vraiment, sa fille s'excuse et tout. Maman a dit, bon, les années sont passées. Si peut-être elle n'était pas devenue folle, on allait lui porter plainte. Mais maintenant, elle est folle. On va la porter plainte. On n'a pas de preuves. C'est seulement ce que vous venez nous dire. On ne pourra pas ramener l'affaire là en justice. Donc, on a décidé de laisser tomber. On a décidé de laisser tomber et l'histoire est passée comme ça. Donc, pour ma leçon de morale, c'est que moi, je n'ai rien contre les meilleurs amis, contre les meilleurs amis ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais on ne permet pas à tout le monde de rentrer dans sa maison, de rentrer dans sa cuisine, jusqu'à préparer pour ton mari. Toi, tu ne connais pas le comportement de la personne, même si c'est ta meilleure amie. Toi, tu ne connais pas son comportement. Tu lui laisses rentrer dans ta maison librement de faire tout ce qu'elle veut. Et voilà, si elle n'avait pas permis à sa meilleure amie de faire tout ça, sa meilleure amie ne l'aurait jamais ne l'aurait peut-être pas jalousée et n'aurait pas utilisé un poison qui a coûté la vie de ma soeur. Donc, de toujours faire attention, ne jamais faire confiance à tout le monde, ne faire confiance à personne, même à ses propres parents. Ne faites confiance à personne, de savoir marcher. Et pour ma deuxième leçon de morale, je dirais toujours écouter les enfants. Parce que quand je l'avais dit plus tôt, si on avait pris ce que je disais en compte, je pense qu'on aurait peut-être rapidement trouvé une solution avant que cela ne s'aggrave. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Merci encore pour une fois. Merci pour l'attention que vous m'avez accordée. Excusez-moi pour la longueur. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. DMG, bonjour. Ou alors bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle tu vas recevoir le voice. Je voudrais également raconter un fait que j'ai vécu dans ma belle famille. Bon, je vais raconter l'histoire telle que je l'ai vécue, mais maintenant, puisque ton concept est écouté par plusieurs personnes, vu que moi, j'avais dit ici que c'est ma soeur qui m'avait donné le lien de tes vidéos. Donc, il est fort probable que quelqu'un de ma belle famille écoute également. Donc, moi, je suis responsable de ce que je dis. Je ne vais pas citer les noms, mais une chose est sûre que ils vont se reconnaître. Et ne sois pas surpris que ça crée des litiges dans les commentaires. Ne sois pas surpris, mais t'inquiète, je gère. Voilà. Donc, c'est l'histoire que j'ai vécue dans ma belle famille. Lorsque je suis tombée enceinte de ma première fille, son papa et moi avions un peu la même vie, en quelque sorte. Bon, bref, on a grandi de la même manière, presque de la même manière, puisque j'ai été élevée par mes grands-parents, lui également. J'ai grandi chez mes grands-parents, lui également.
Donc, et non, on n'était pas dans le même quartier en fait. On n'était vraiment pas dans le même quartier, mais nous étions dans le même secteur. On était à PK8. Moi, j'étais de l'autre côté. Et lui également était de l'autre côté de la route. On ne se connaissait pas. Mais c'est derrière mon grand frère que j'ai fait sa connaissance. Puisque en ce moment-là, les deux étaient en classe de terminale. Et ils venaient constamment faire leur révision à la maison. Donc, c'est de là qu'est née la relation entre lui et moi. Donc, plus tard, lorsque je suis tombée enceinte, j'allais, et bien avant ça même, j'allais chez lui. J'allais chez eux. Là-bas, dans la maison, la concession familiale, il avait une chambre que son grand-père lui avait donnée. Parce que son grand-père, son feu grand-père, son défunt grand-père que je n'ai pas connu, l'aimait beaucoup. D'ailleurs, tout le monde, que ce soit sa mère, que ce soit sa grand-mère, que ce soit ses soeurs, me le disait tout le temps. Et lui-même en parlait souvent. Son grand-père, son défunt grand-père l'avait beaucoup aimé. Donc, ce qui fait qu'il avait, dans la maison familiale, il avait une chambre. Et la chambre était pas dehors. Bref, sa chambre n'était pas dans la maison, c'était dans la concession, mais il avait sa chambre dehors. Donc, j'y allais constamment. Ce qui fait que quand je suis tombée enceinte, avant même que je ne tombe enceinte, j'avais constaté que chaque fois, puisque le toilette était par derrière, chaque fois que vous allez vraiment m'excuser si l'histoire sera longue, mais je vais faire de mon mieux pour couper, vous voyez, et je vais éviter de me répéter pour que l'histoire soit un peu plus claire, pour qu'on comprenne. Et il y a certains détails que je ne pourrais pas passer. Je serai obligée de dire pour que l'histoire est toute, comment on dit, toute, bref, pour que l'histoire soit intéressante. Mais je ne vais rien ajouter et je ne vais rien enlever. Donc, j'allais, puisque leur toilette était derrière la maison, dans la concession, mais derrière la maison. Donc, vous connaissez les toilettes à l'ancienne là. J'avais constaté que chaque fois que j'allais aux toilettes, juste derrière, au fond du couloir, il y avait également une autre maison qui était rattachée à la maison familiale. J'avais constaté que il y avait quelqu'un qui me guettait très souvent par la porte. Quelqu'un qui entrouvrait la porte, qui me regardait, qui me regardait. Et quand je regardais aussi, la personne avait tendance à refermer la porte. Donc un jour, je, je lui ai fait part de ça. Je lui dis, voilà, quand je vais souvent aux toilettes, il y a quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde par la porte de la maison qui est derrière. Au fait, c'est qui sont les locataires. Puisque dans leur construction, il y avait également les locataires. Il me dit non, c'est la maison de son oncle. Que là, la maison derrière, là, c'est son oncle qui vit là avec sa femme et ses enfants. Je lui dis que mais sa femme, elle ne vient jamais si je la connais pas. C'est la même question, elle ne sort jamais. Je la connais pas. Il m'a dit, bref, c'est quelqu'un qui est un peu bizarre, elle est un peu particulière. Ce que moi, je te dis, c'est que je ne voudrais pas rentrer ici un jour, trouver que tu as la balèze là dans son coin. Elle est un peu compliquée, en fait. Et surtout que il avait deux oncles dans la même concession. Deux de ses oncles. Celui qui vivait derrière et celui qui était devant avec nous. Je m'entendais bien avec la femme de celui qui était devant. Mais celle qui était derrière, je ne la connaissais pas. Donc, un jour, une nuit, j'ai passé la nuit là-bas. Il y a eu une bagarre entre son oncle et la femme de son oncle. La bagarre était vraiment violente. Au point où il est sorti pour aller séparer. Et quand il est revenu, il m'a dit, franchement, c'est de trop. Moi, je lui ai dit de prendre ses choses et de partir. Ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Ou ils ne peuvent pas bagarrer comme ça tout le temps. Un jour, elle va mourir ici et il faudra rendre des comptes. Et c'est à nous tous qu'on va demander des comptes. Ça ne peut pas être possible. Le mieux serait qu'elle rentre. Et je lui ai dit. Donc, je n'ai pas voulu entrer dans leurs histoires de famille. J'ai été témoin de leur bagarre peut-être 2, 3 fois. Hein. J'ai été dit, leur bagarre, je n'avais même pas le courage de sortir. Si tu étais là, tu n'aurais même pas eu le courage de sortir. Parce que tellement la bagarre est violente. Tellement la bagarre était violente. Donc, je vais passer. Un jour, il m'a fait part du fait que, parce que lui, la même nuit, il me disait que, il me dit, en fait, c'est même une fille de ton quartier. Moi, je lui ai dit de rentrer. Et tout, c'est une fille qui est de ton secteur. Touche, non. C'est une fille qui est de ton secteur. Je dis, ah bon, oui, il dit juste en bas. Puisque nous, on était en haut et en bas, il y avait un marécage. Mais les gens, ils jugeaient. Vous connaissez les marécages ici. Il m'a dit qu'elle est là au niveau du marécage. Tu vois, il y a une cour comme ça, il y a un puits dans la cour. Voilà, c'est chez eux. Un jour, donc, curieuse que moi j'étais, je suis allée, j'étais chez nous. En allant au marché, puisque c'était notre route du marché, par curiosité quand même, je suis allée, puisque après la bagarre là, puisqu'il lui avait dit de prendre ses choses, de partir, que c'est mieux comme ça, elle était partie. Je crois 2 jours après, elle était partie. Donc,
Pardon. Un jour, en allant au marché, j'ai fait escale là-bas. Je suis arrivée, j'ai reconnu sa petite fille. Puisque quand là-bas, chez le père de mon enfant, puisque les enfants sortaient souvent, quand elle les envoyait, j'ai reconnu la petite dans leur coin. Et puis je l'appelle, je lui dis bonjour maman. Elle dit maman est dans la maison. C'est donc là où je m'en vais, je cogne. Quand je cogne, elle répond, elle était assise au salon, elle répond c'est qui? J'ai eu peur, je dis c'est la femme d'un tel. Elle dit oui, tu veux quoi? Mais j'ai senti que waouh, vrai, comme on dit là, la gosse, elle n'est pas facile, hein. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pris mon courage et je lui dis c'est moi la femme d'un tel. Elle dit tu veux quoi? Elle dit non, je veux juste te voir. Elle dit ok, entre. Quand je suis entrée, je l'ai trouvée assise sur le canapé. Je l'ai trouvée assise sur le canapé. Elle avait allongé ses deux pieds sur le canapé. Elle me regarde façon. Fort, fort là. Je lui dis bonjour, je m'assois. Mais j'étais souriante, tu vois. Je ne me suis pas laissée intimider par son attitude. Je dis bonjour, comment tu vas? Moi, je viens là-bas tout le temps. Je connais telle personne. Bon, son autre épouse, on va la surnommer Jeanne. Je vais dire, je connais Jeanne, mais toi, je t'ai jamais vue. Mais on m'a dit que tu vis là-bas, tu es la femme d'un tel. Elle dit oui, mais c'est plus le cas, je suis plus là-bas. Je dis ah oui, j'ai appris. Mais c'est comme tel m'a dit que tu vivais ici. Et puis moi, je suis en haut. Nous sommes juste voisins. J'ai pensé à venir te saluer. Elle me dit, tu es enceinte? Je dis oui. Elle dit, ok. Tu es enceinte, tu accouches quand? J'ai dit dans tel nombre de temps. Elle me dit, d'accord, quand tu vas accoucher, je viendrai te voir. Tu as l'air d'être une petite gentille. Mais je vais te dire quelque chose. Tu es encore petite, tu es une petite soeur. Je vais te donner un conseil. Fais très attention. Et si moi, je peux me permettre de te donner un conseil, évite d'aller dans ton état, évite d'aller dans cette maison. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, oh ma petite, j'ai tellement vécu. J'ai traversé des choses là-bas. Si je commence à t'expliquer, vraiment, ça ne va pas finir. Elle me dit que j'ai rencontré le père de mes enfants, j'avais 15 ans. On s'est aimé, tout allait bien. Ensuite, je suis allée m'installer là-bas chez eux. Elle me dit la vie. Quand je suis arrivée là-bas, la vie n'était pas facile. Sa mère me rendait la vie difficile. J'ai dit la vie difficile. Cette femme ne m'a jamais aimée. Cette femme est une sorcière. Je dis ah bon. Elle dit oui, c'est une sorcière. Je te dis et ce n'est pas là, ce n'est pas la blague, c'est pas une insulte, c'est pas une moquerie. Je te dis cette femme est une sorcière. Elle a commencé à me relater des choses qui se sont passées, des faits qu'elle a vécu là-bas. Moi, j'étais entre deux camps. Je me disais, ah, je veux pas aussi me mélanger, je viens d'arriver. Moi, je veux pas aussi gâter ma part de relation. Est-ce que je veux... Donc, j'étais un peu partagée entre les deux camps. Mais j'écoutais très attentivement ce qu'elle me disait et je prenais ses conseils en... J'ai pris ses dires en compte. Elle m'a dit, n'y va pas avec ta grossesse, fais très attention, il faut beaucoup prier. Ensuite, elle me montre son pied, elle soulève puisque sur son pied, elle avait couvert un drap. Elle tire le drap et elle me dit, tu vois mon pied. J'ai failli crier quand elle m'a montré son pied. Elle me dit, tu vois mon pied. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as eu sur le pied? Elle dit, en fait, un jour, ma belle-mère, on a eu une altercation. C'était par rapport au fait que, elle me dit que chaque fois que elle et son mari, peu importe ce qu'elle et son mari faisaient dans la nuit, qu'il allait rendre compte à sa mère. Peu importe ce qu'il lui donnait comme ration, il allait rendre compte à sa mère. Peu importe la position qu'ils avaient prise dans la nuit, il allait rendre compte à sa mère. Donc, ce qui fait qu'un jour, elle en avait marre. Elle s'est mise à parler de ça à son mari, à insulter. Ça ne va pas. Pourquoi tu es comme ça et tout? C'est quoi? Elle t'a seulement envoûté et tout. Ça a créé donc des querelles, non? Non seulement son mari a frappé sur elle une fois de plus, et ma belle-mère, sa belle-mère s'est mêlée au problème. Et elle lui a lancé des paroles comme tu vas voir, tu me cherches, tu vas voir, tu sais que je suis une sorcière, mais tu n'as pas encore confirmé, tu vas voir et tout et tout. Ce qui fait qu'elle dit dans la nuit quand elle dormait, elle rêve que sa belle-mère est venue la voir accompagnée de deux hommes. Et ils lui ont attaché un fil sur le pied. Elle dit dans le rêve. Elle dit que ça s'est passé dans le rêve. Elle s'est réveillée en sursaut et puis elle a prié. Le matin, elle dit, elle se lève le matin quand son mari est allé au travail, elle accompagne les enfants à l'école. Puisque là-bas, elle se sentait tellement isolée, elle n'avait de contact avec personne. En fait, ce qu'elle vivait là-bas faisait en sorte que elle préférait rester dans son coin et ne pas avoir de contact avec eux. Elle est donc allée chez sa petite sœur avec qui
Elles s'entendaient super bien. Et le mari de cette dernière, chaque fois qu'elle venait là-bas, était toujours très, très content de la voir. Parfois, quand elle faisait même des jours sans y aller, c'est lui qui l'appelait pour dire que mais c'est comment, je te vois pas depuis et tout et tout. Elle dit que mais bizarrement, ce jour, quand elle est arrivée et qu'elle s'est assise, elle était en train de causer avec sa soeur. Le mari de sa soeur est sorti de la chambre avec une machette et il a limé son pied. Sans aucune raison, hein. Ils n'ont pas eu de problème, pas de discute, rien. Il dit, il a limé son pied. Vraiment, Dieu était avec elle, le pied là devait quitter. Ce qui fait que il a limé son pied, il a fui. Elle me dit jusqu'aujourd'hui, le mari de ma soeur là, on ne sait pas là où il est. Son geste était inexpliqué, étant donné qu'on s'entendait très bien. On s'entendait super bien. Mais moi, je sais que ce n'était pas lui. Il avait été possédé. Ce qui fait qu'elle me dit qu'elle avait commencé le traitement, mais ça n'évoluait pas. Elle est donc allée elle continuait avec les prières à l'église catholique. C'est là-bas qu'on lui faisait des pansements, on nettoyait, on faisait des prières. Et que le prêtre de l'église lui avait fait une confidence en disant, fais attention, ta belle-mère est une sorcière. Et c'est elle qui est entrée dans ton beau-frère. Elle est passée par ton beau-frère, mais en réalité, c'est elle qui a mangé, qui a bouffé ton pied. Elle dit que, entre autres, donc, elle me dit que ça, c'était juste une parenthèse. Bref, après, quand on a fini de parler, je me suis levée, je lui ai dit que j'avais déjà vraiment peur. Elle me dit, n'aie pas peur. Prie juste beaucoup. Et je t'ai dit, dans ton état, évite d'aller là-bas. Et lorsque tu vas accoucher, fais attention à ton bébé. Ne laisse pas trop avoir accès à ton enfant. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis sortie. Quand je suis sortie, elle me dit, elle se met par la fenêtre, elle me dit, quand tu vas accoucher, je viendrai te voir à l'hôpital. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je suis partie. Ça n'a pas fait une semaine. Le père de mon enfant m'appelle et il me dit, Claire est décédée. DMG, j'ai eu mal. DMG, j'ai eu mal, donc. C'est comme j'avais échangé avec cette fille une seule fois. Je dis une seule fois. Mais les une fois là ont suffi pour que je la porte dans mon cœur. Pour qu'elle me soit chère en fait. Parce que ses conseils, le simple fait d'avoir partagé avec elle, d'avoir passé une belle matinée ce jour. Donc le souvenir est resté gravé en moi. C'est le seul souvenir que moi j'ai gardé d'elle. Il me dit elle est décédée. Mais elle avait quoi? Il dit que son papa dit que elle n'avait rien. Elle s'est levée, elle faisait bien toute la semaine, tout allait bien. Mais comme elle s'est levée, elle s'est couchée dans la nuit pour dormir le lendemain matin. Elle ne s'est pas réveillée. Et lorsqu'elle est morte, quelqu'un qui est mort n'a pas fait d'accident, pas d'avortement, elle n'était pas en train d'accoucher, rien. Elle était en train de saigner. Bizarrement, elle saignait comme une femme qui venait d'accoucher. Bref, l'épisode là est passé et on l'a enterré. C'est passé. Je continuais d'aller malgré les conseils et directifs qu'elle m'avait donnés. Moi, je continuais d'aller chez le père de mon enfant, pas tout seul, le père de mon enfant. Et surtout que la maman là, elle me prenait bien en fait. Un jour, j'avais constaté des petits trucs également avec moi. Jusqu'à un moment donné, je me suis installée là-bas. C'était compliqué à la maison. La mère qui me cassait les pieds. Ma grand-mère qui me cassait les pieds. Bref, moi, je me suis dit, j'allais m'installer là-bas. J'avais constaté quand même des petits trucs également. Parce que le père de mon enfant, il me disait pas la vérité, tu vois. Il n'entrait pas dans le fond. Mais je sentais qu'il y avait un problème parce que sa mère à lui et sa grand-mère ne se parlaient pas depuis 17 ans. Ses sœurs ne parlaient pas à leur grand-mère, ses soeurs et ses frères. Bref, il était le seul. Et sa soeur me disait toujours, fais attention, n'y va pas quand elle te donne à manger, ne mange pas et tout. Je disais, pourquoi? Elle me disait, c'est une sorcière, on ne va pas cacher, c'est une sorcière, elle qui a tué Claire. Tout ce que Claire t'a raconté, c'est la vérité, c'est une sorcière. Mais quand je lui demandais à lui, il me disait, n'écoute pas ce qu'ils disent. On a grandi ici, c'est elle qui nous a élevés. Pourquoi aujourd'hui? Bref, moi, je n'entre pas dans leur conflit. Je ne voudrais pas que toi également, tu entres dans leur conflit. C'est ce qu'il disait. Mais, quand cela ne tienne, quand il sortait le matin, il me dit, si ma grand-mère te donne à manger, ne mange pas. Tu vois un peu, il n'entre pas dans les détails. Si elle te demande de faire ici, ne fait pas. Mais elle, tu as bien dit qu'elle n'est pas sorcière, non? Si elle me demande de manger, je ne mange pas. Pourquoi? Il me dit, je ne mange pas. Si elle te demande de se faire, je ne fais pas. J'ai dit, ok. Comme il ne sort pas. Et leur grand-mère vendait les bâtons. Parfois dans la chambre, je m'ennuie. Une femme enceinte, je reste en longueur de journée dans la chambre, je m'ennuie. À force même de regarder la télé, les yeux sont fatigués. Je sors, je m'assois dans la cour. Quand je constate qu'elle est en train d'attacher les bâtons, puisque mon maman également vendait les bâtons, ma défunte main. Donc, c'est que je connais attacher les bâtons. Je m'assois, je commence à attacher les bâtons. Elle a constaté que je connais attacher les bâtons. Elle me dit, je dis, oui, je me débrouille, on a attaché. À un moment donné, je me sentais fatiguée, je suis rentrée me coucher.
Le lendemain matin, elle est allée acheter une nouvelle pâte. Elle dépose dans la cour. Elle vient toquer à ma porte. Elle me dit, donne ton autorité. J'ai acheté la pâte, j'ai attaché les bâtons. Je dis, et l'autre là a commencé comment? C'était juste l'aider. Et puis, j'avais constaté que quand j'étais assise même pour attacher le bâton, mon autre épouse, dont la femme de son oncle, la femme de l'oncle de mon mari, me faisait des gestes avec les yeux, genre, ce que tu as commencé là, il faut finir seulement. Ce que tu as commencé, il faudra finir. Bref, quand elle a toqué à la porte la troisième fois, je lui ai dit, je suis fatiguée, moi je veux dormir. Donc, j'avais coupé court. Je ne continuais plus. Et quand j'avais causé avec l'autre, ma épouse là, elle m'avait dit, fais attention, moi également, je sais attacher les bâtons, mais je ne me prête pas à son jeu parce qu'elle est du genre, quand tu lui montres que tu sais faire quelque chose, plus tard, ça va devenir ton devoir et ça va devenir une obligation même. Donc, on a continué à vivre. J'avais constaté qu'elle m'a un peu gardé des rancœurs par rapport à ça, comme je ne venais plus attacher les bâtons. Elle s'est dit que soit mon mari m'a dit quelque chose, soit quelque chose s'est passé là, parce que je ne venais plus. Quand je passais, même je sortais le matin, je dis bonjour, Bobo, elle ne répond pas. Quand je vais à midi, pour finir, je m'enfermais seulement dans ma chambre, je ne sortais plus. Voilà que la période des fêtes arrivait. La période des fêtes arrivait. Puisque normalement, je devrais accoucher en mars. Je devais accoucher en février. Mars, je devais accoucher en mars, le 19 mars. On est en 2013, hein. Je dois accoucher le 19 mars. Le 19 mars, oui. C'était, je pense, un 24 décembre. Elle vient devant ma porte, puisque eux, ils sont Bassa. Elle savait que moi, je ne comprends pas le Bassa, puisque je ne suis pas Bassa. Elle dit en Bassa, une femme qui reste toujours enfermée dans la maison comme une sorcière, comme une vampire. Après, elle toque. Quand j'ouvre, elle me dit, tu manges le coq? Je dis oui. Elle me dit, donne-moi ton plat. Je lui donne, c'est comme ça qu'elle parlait. Je lui donne je lui remets un plat. Elle part. Elle part, elle revient avec 2 plats. Dans un plat, il y a ce qu'on mange souvent. Il y a ce qu'on appelle ici le Congo. C'est un peu comme le macabo pour les connaisseurs, comme pour les Camerounais là. Le taro en fait, c'est qu'on pile même le taro pour faire ça, mais on a l'habitude de manger ça aussi avec le coq. Donc elle avait fait ça avec le coq. Elle m'a mis deux tarots. Et c'était pas gros, hein. C'était petit comme ça, 2 tarots, un peu comme un moquerie, avec une petite quantité de coq comme ça, mais j'ai pris par respect. J'ai posé sur la table. Le jour la DMJ, moi qui... puisque la grossesse de ma première fille là me dérangeait beaucoup. J'avais des problèmes de nourriture, je trayais beaucoup la nourriture. Donc, quand le père de mon enfant sortait le matin, lui, il avait m'acheter soit les gâteaux avec le jus, il pose, il laisse aussi un peu d'argent. Il ne faisait pas la cuisine, puis dans sa chambre, on avait les plats 7. Mais les plats, c'est même quand moi je suis arrivée que j'ai acheté pour que quand je vais acheter mon poisson, je n'aille pas demander ces choses parce qu'elle me boudait déjà. Mais les trucs comme le four, on n'avait pas. On connaît la chambre des héros là, non. Il n'y avait pas. Donc, je restais, il m'arrivait de rester toute la journée à la maison, je mange des gâteaux, alors je mange des yo. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'avait recommandé. Il m'avait dit, quand il prépare, il te donne, ne mange pas. Tu peux déposer ça là, mais ne mange pas. Plus tard, tu prends, tu jettes. Il essaie toujours de l'argent pour que lorsque j'ai besoin de quelque chose, parfois j'allais me manger chez sa soeur ou alors j'appelais sa mère pour dire, je vais manger telle chose. Elle ne peut pas, je m'en vais manger. Donc le jour là, elle a déposé. J'ai déposé, j'ai refermé la porte. DMG, quand on dit quelque chose veut t'arriver, j'étais déjà avertie. Même hormis de tout ce qu'on m'avait déjà dit, moi-même j'étais avertie par rapport au comportement qu'elle avait déjà affiché envers moi. Mais je ne sais pas d'où cette envie est venue. J'ai envie de manger la nourriture là. J'ai beau combattre n'importe comment, j'ai beau me faire violence, j'ai envie de manger cette nourriture. Je me suis donc levée, je suis allée, j'ai appelé, puisqu'ils avaient leur petite cousine là, il avait ses petites cousines là également, plein dans la concession. J'ai appelé une, je lui demande d'aller m'acheter le jus, elle va acheter. Quand elle vient, j'ai pris un tarot, j'ai coupé, j'ai mis dans la bouche, j'ai pris une cuillère de coque, j'ai mis dans la bouche. Comme les choses de Dieu, moi je dis toujours aujourd'hui que ce sont les choses de Dieu. La nourriture ne m'a pas plu. La nourriture là ne m'a pas plu et j'ai recouvert, j'ai mélangé les deux et puis j'ai couvert. J'avais mangé, j'avais avalé une seule cuillère de coque avec le demi-tarot que j'avais coupé. Je me suis couchée, j'ai dormi. Quand il est rentré vers 19h, 20h. Il soulève le plat, il me dit, puis ça, c'est le moment des fêtes, c'est le 24. Il soulève, il me dit, qui t'a donné à manger? Je dis, c'est ta grand-mère. Il me dit, et tu as mangé? Puisque ça se voyait que j'ai commencé à manger, bref, que j'ai mangé.
Il me dit, et tu as mangé? J'ai dit, oui, pourquoi? Il dit que, mais qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit que si elle te donne quelque chose, tu ne manges pas, non? J'ai dit que, mais tu as dit, c'est toujours toi qui as dit qu'elle n'est pas sorcière. Si elle me donne quelque chose, je ne mange pas, pourquoi? Il dit que, comment tu es comme ça? On ne peut pas te dire quelque chose, tu comprends. Je t'ai dit, je n'ai pas besoin d'entendre les détails. Il dit que si elle te donne quelque chose, ne mange pas. C'est pas pour dire qu'elle est sorcière, mais j'ai dit, ne mange pas. C'est tout simplement comme ça. J'ai dit, ah, moi, j'ai dit à manger. Je n'ai même pas mangé une grande quantité parce que ça ne me plaisait pas. Il s'est assis sur le lit, il a commencé à réfléchir. C'est là où j'ai compris qu'il y a un problème. Dans la nuit, là, DMG, dans la nuit du 24 au 25, ça n'allait pas sur moi. Ce ne sont pas des choses que j'invente. J'ai dit ça n'allait pas sur moi. Dans mon ventre, non. J'avais l'impression que l'enfant a été en train de pédaler le vélo dans mon ventre. Ça n'allait pas sur moi. Je le réveille, ça ne va pas. J'ai des douleurs de partout. Je n'arrive même pas à m'asseoir. Il essaie de me forcer. Il me dit, essaie un peu de t'asseoir. Tu vas boire de l'eau. Ça ne va pas. Quand il a vu que la situation commence déjà à empirer, il n'a pas appelé sa grand-mère. Il est allé à... Puisque nous, on était à PK8 et sa maman, lui, vivait à PK9. Il est allé à PK9. Il était des trucs de minuit, 1 heure. Il est allé en courant à PK9 chez sa maman, toqué. Parce que ma belle-mère, elle est un peu active dans la prière, les groupes Ephrata, l'église catholique. Là. Il est allé toquer, il dit que ça ne va pas chez elle là-bas. Voilà, en journée, il paraît que Bobo lui a donné la nourriture, elle a mangé tout. Sa maman a donné l'huile d'olive avec le sel. Elle lui demande de mélanger, me faire lécher et de me masser le ventre. Il fait des prières. Elle lui dit que tu sais bien que moi, je ne peux pas mettre pied là-bas. Je vous ai dit, je t'ai dit que la fille qui est enceinte là, toi, si tu veux rester là-bas, reste. Mais l'enfant d'autrui qui est là-bas, je ne veux pas qu'on vienne me demander des comptes. C'est comme ça qu'il a retourné, il est venu à la maison, il m'a massé, même jusque-là. Ça ne faisait rien. On a prié, ça ne faisait. C'est lui qui priait, mais moi, il n'a même pas la force de prier. Ça ne faisait rien. Il me dit, lève-toi. Il m'a habillé, il dit, lève-toi, on va essayer de faire l'effort d'arriver à l'hôpital. Comme on se lève pour aller à l'hôpital, puisqu'on devait longer le couloir, lui il était au couloir. Et quand tu longeais le couloir, tu montais sur leur véranda, tu traversais la véranda de la maison familiale pour sortir. DMG, je dis juste au niveau de la fenêtre du salon. Quand on a traversé, moi je l'ai vue. Moi je l'ai vue en premier, elle était assise là derrière les nacos. Avec la lumière éteinte, elle était assise. Je dis qu'il était de 1h, minuit, 1h. Elle était assise dans l'obscurité et elle fixait la fenêtre. Elle était toute proche de la fenêtre comme ça. Donc, il fallait être aveugle pour ne pas la voir. Quand je l'ai vue, j'ai fait, je suis passée. Et puis, quand il a vu, j'ai fait, lui également, il a regardé. Quand il voit que c'est elle, il tique. Et puis, il lui dit, ambassade, je vais un peu l'amener à l'hôpital. Elle ne se sent pas bien. DMG, je t'ai dit que même, elle n'a pas dit, ok, elle a quoi, hein? Elle a juste hoché la tête comme ça pour dire oui. Vous voyez un peu du genre, non? Elle a juste hoché la tête comme ça pour dire oui. Elle n'a pas parlé. Nous sommes partis à l'hôpital. Arrivé là-bas, il n'y avait rien de grave. On ne voyait rien en fait. On attendait le lendemain matin pour faire l'échographie, mais il n'y avait rien. Mais je ne me sentais pas bien. Mais c'est vrai qu'après quelques perfusions qu'on m'a données, je suis rentrée à la maison. La même nuit où je suis rentrée peut-être 2 jours après. Quand je suis rentrée, la nuit là, vous savez, vous voyez les seaux de chocolat, de beurre, c'est là. Comme on a l'habitude d'utiliser ça ici en Afrique pour uriner à l'intérieur. J'avais le petit seau de 3 litres. C'est dans ça que moi j'urinais dans la nuit. Pour ne pas sortir, puisque les toilettes étaient loin derrière. J'ai uriné dans le pot là, ça a rempli. Il n'y avait même plus moyen d'uriner. Il n'y avait même plus moyen de fermer. Et je voulais uriner. Je sors dans la nuit. C'est dans la nuit. Hein. J'ouvre la porte, je sors dans la nuit. J'attrape mon pot dans l'optique que je vais verser, uriner et puis rentrer avec ça. C'est comme ça que je sors je longe sur le couloir, je passe sur la véranda. Quand tu traverses la véranda pour aller aux toilettes, il y a également un autre couloir. Je longe, quand j'arrive à la véranda, j'arrive au couloir là, je me dis, bon, je ne vais pas arriver aux toilettes, je vais pisser ici là. Et excusez-moi, je vais uriner ici là. Et je vais verser l'eau. Puisque les enfants se lavent là-bas aussi en journée, j'ai dit que je vais uriner. Puisqu'il y a un flux d'eau, je vais verser l'eau, je n'arrive pas aux toilettes. Bien, je me suis accroupie, j'ai versé le seau d'urine. Moi-même, je me suis accroupie dans le même geste pour uriner. Pendant que je suis en train d'uriner, n'est-ce pas? Tu urines, tu balades, c'est la nuit, tu balades les yeux, tu regardes en haut, tu regardes en bas, pour être sûr que c'est comme ça. Quand je soulève la tête, tu vois sur la toiture comme quelqu'un est assis et puis les pieds pendent, comme peut-être un enfant qui est assis sur la chaise, puisque la chaise est haute, ses pieds pendent, non? C'est exactement comme ça que la personne était assise et les pieds étaient en train de pendre et il bougeait les pieds.
Quand je soulève la tête, dans un premier moment, je ne sais pas si c'était je n'ai pas eu peur, si c'était le courage, ou alors je ne sais pas si c'était seulement l'ignorance. Je vois, je regarde, j'observe, et je vois la personne, puisque je ne voyais que les pieds. Quelqu'un baisse également la tête pour me regarder, tu vois un peu. Imaginez un peu comment vous êtes en hauteur, et quelqu'un est en hauteur assis peut-être sur la toiture, toi tu es en bas. Et comme tu es en train de fixer, lui également, il baisse la tête pour te regarder. Vous voyez, vous imaginez un peu comment ça peut être flippant. Mais donc, je dis qu'à l'instant même, je n'ai pas eu peur. Pour moi, c'est comme si c'était quelque chose de normal. La personne baisse la tête. Et quand la personne baisse la tête, il avait une de ses cousines là, l'aîné des petits enfants qui étaient là-bas. C'est son visage que moi je vois. Je lui demande que, mais bon, je vais l'appeler Sandra. Je lui demande, je me relève et je dis, Sandra, tu fais quoi hein, sur la toiture? Elle me répond avec la voix de la grand-mère. Elle dit Sandra B, Sandra B. Donc, ce n'est pas Sandra, ce n'est pas Sandra. DMG, j'ai crié une fois et demie. Wow. En même temps, j'ai lancé le marathon. Quand je cours, j'arrive dans la cour. Je commence à crier. C'est comme ça que le père de mon mari, il se réveille. Au même moment, il demande, c'est quoi? Au même moment, les autres sortent parce que c'était une construction avec des locataires. C'est quoi? Je dis que j'ai vu quelqu'un sur la toiture. Je viens de voir quelqu'un sur la toiture. Je dis, j'ai vu Sandra sur la toiture. Il dit, tu as vu Sandra sur la toiture? Comment ça? Son oncle demande, mais comment? Il dit, je l'ai vu. Je lui ai demandé ce qu'elle fait sur la toiture. Elle a répondu avec la voix de Bobo que ce n'est pas Sandra. Elle a répondu avec la voix de Bobo. C'est là où tout le monde commence à se regarder. Les voisins, je vois les locataires qui tapent les mains que Donc j'ai compris que là-bas, tout le monde connaissait déjà ça. Mon mari qui me dit, attends, tu as vu quoi? Je dis, j'ai vu Nina, j'ai vu, excusez-moi, vu Sandra sur la toiture. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait sur la toiture, elle m'a répondu avec la voix de Mbombo en disant que ce n'est pas Sandra, ce n'est pas Sandra. Mon mari me demande, tu es sûr ce que tu veux, tu dis là, tu es sûr ce que tu as vu, ce que tu as entendu, que c'est ça. Je vous dis que c'est ça, j'étais en train d'uriner. Son oncle dit, non, ça doit être un bandit. Oh, j'ai dit, ce n'est pas un bandit que moi j'ai vu Sandra. Elle était sur la toiture. C'est au même moment que la femme de son oncle là sort au milieu de la foule, elle me pince, elle me fait le signe de me taire, elle me dit, tais-toi. Ce que tu as vu là, je sais ce que tu as vu, mais ferme ta bouche. Automatiquement, quand elle m'a dit ça, je suis entrée dans la chambre. J'ai plié mes clics et mes claques. Je lui ai dit, moi, je rentre chez nous. Je m'avais encore supporté que ma grand-mère me casse les pieds et les mains. Mais ça là, le niveau, c'est là, non, ça m'a dépassé. Ça, le film d'horreur, c'est là. Ce n'est pas pour moi. Je m'en vais chez nous. Il me dit, mais à quelle heure tu vas partir maintenant? J'ai dit, je pars maintenant. Vos histoires de famille là, je vous laisse avec, vous allez résoudre ça vous-même, ça ne me concerne pas. Quand vous commencez à défiler devant mes yeux comme ça, c'est pour dire qu'on est déjà parenté, non. On n'est pas parenté. Je rentre chez nous. Je m'en vais attendre mon accouchement là-bas au calme. Réglez vos histoires de sorcellerie. Des gens qui s'asseyent sur la toiture dans la nuit. Des gens qui jouent le banc. Des gens qui... Moi, ça ne me concerne pas. Je pars chez nous. Il me dit qu'attends au moins le matin et puis je vais te raccompagner. J'ai dit, naï. J'ai dit que maintenant, c'est maintenant que tu vas m'accompagner. Je ne passe pas une minute de plus dans votre maison. C'est là. Je pars. Ce qui est arrivé à Claire là, ça ne va pas m'arriver. Donc, maintenant, c'est là. C'est comme ça que il est allé m'accompagner chez sa mère à PK9. C'est là-bas que j'ai dormi. J'ai dit que j'avais vu ça. Le film d'horreur là, non. Moi-même, j'avais vu ce que la feu Claire m'avait raconté là. J'avais vu ça. J'ai vu. Et quand j'ai accouché, hein, j'ai mis en pratique tout ce que Claire m'avait dit. J'ai mis les bails jusqu'à aujourd'hui. Ma fille est née le 1er janvier 2014. Ça a fait, j'ai même accouché prématurément. Toutes ces histoires de sorcellerie là, on fait, j'ai accouché même prématurément. Ma fille est née à 7 mois. 1er janvier 2014. Aujourd'hui, elle a 11 ans. Mais la grand-mère n'a jamais mis les yeux comme ça là sur elle. J'avais refusé. Aujourd'hui, elles sont deux. Elle et sa petite soeur. Elle ne les verra jamais. Sauf peut-être à Facebook. Mais et je vous dis que la grand-mère là, non. Elle est vieille en âge, hein. Mais elle peut courir le marathon avec toi jusqu'à elle te gagne. Elle est solide. J'ai dit qu'elle est solide. Même ma belle-mère même n'a pas la force de sa mère. Elle est solide. Oh. Elle vient la voir chaque dimanche à l'église. Assise au premier banc.
avec sa fille. Hein. Sa fille assise derrière, elle ne se dit pas bonjour depuis plus de 17 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, il dit toujours que les gens qui sont d'emblée à l'église, là, non, sont des gens, moi, je me méfie trop d'eux. Je me méfie trop de ces gens. Je dis, elle est chaque dimanche. Et c'est là où je me rappelle qu'il y avait des épisodes où je me réveillais tôt le matin. Comme la grosse me dérangeait, même à 5 heures, je me réveille. C'est là où je la vois entrer. Je me demande, bon, tu étais où? Elle dit, j'étais à l'église, j'étais prié la messe tôt le matin, là, non. C'est là, je demandais, c'était quelle qualité d'église que elle part, elle rentre à 5, elle part à l'église, elle rentre à 5 heures. Ou bien rentre à 6 heures quand tout le monde dort encore. C'est elle était à l'église, une grand-mère comme ça. Alors que madame est partie s'envoler dans la nuit, c'était son retour, son arrivée comme ça. Elle dit qu'elle était à l'église, elle était priée à l'église. Elle était fait la première messe. Vraiment, hein, soyons prudents les filles, soyons prudentes. Quand on entre dans les familles des gens là, ne mettons pas les pieds et les mains. Hein. Jamais. Mais l'homme là, à un moment donné, quand tu vois que c'est faux, n'entre pas dans un combat qui ne te concerne pas. Laisse-le là-bas dans sa famille, protège seulement toi et tes enfants. Lui, là, il va régler ses points avec sa famille. Tu les as trouvés là-bas comme ça. Ils vont continuer comme ça. Tu cherches ta route. Tu cherches aussi pour tes enfants. Vrai. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la communauté DMG TV. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je voulais raconter une histoire qui m'a été racontée par une de mes tantes. Elle dit que il y a un monsieur de son village. Voilà, parce que ma tante et nous, on n'est pas du même village. Il y a un monsieur, parce qu'elle, c'est ma tante maternelle. Elle dit, il y a un monsieur de leur village là-bas. Lui, l'enfance, il ne veut pas venir au village. Depuis, il est parti en France, il ne vient pas au village. Il dit, il y a la sorcellerie au village. La sorcellerie, lui, ne peut pas venir au village. Il dit, il ne vient pas, il est là-bas. Il s'est marié là-bas, tout ça, il a ses enfants depuis plus de 20 ans et il ne vient pas. Son papa au village, dans une condition misérable là-bas. Son papa au village, il ne vient pas au village. Donc, un jour comme ça, le vieux s'est décidé de partir en France là-bas. Partir spirituellement. Et physiquement, il allait sonner la porte de son fils. C'est sa femme qui était là. Elle m'a ouvert la porte. Puis, monsieur, vous désirez? Il dit, non, je suis venu voir mon fils. On me dit, ton fils? Il dit, oui. Le monsieur, vous voyez la photo là, c'est mon enfant. Je suis venu le voir. Sa femme dit, il est allé au travail. Il dit, bon, si votre mari arrive, il faut lui dire que son papa est venu le saluer. Son papa est venu le saluer. Lui, il vit bien ici, au village là-bas. Moi, je suis là-bas dans la misère. Ma maison là, c'est décoiffé, il pleut dans ma maison. Je suis dans la galère là-bas. Souvent, même, il ne gagne même pas à manger. Et lui, il est là, il vit ici, il vit bien. Il faut lui dire que ton papa dit de venir ton papa est venu au village. Je m'en vais. La femme dit, bon, papa, maman, vous êtes venu, papa, vous êtes venu comment? Il dit, non, c'est pas le plus important. La femme voulait l'accompagner. Non, c'est bon. Je m'en vais. Vous avez pris quel vol? Il dit, non, c'est pas la peine. C'est bon, je m'en vais. Et quand le monsieur est arrivé du travail, sa femme lui a dit, le monsieur dit quoi, mon papa? Papa, il est au village là-bas. Hein. Il est à Benouin là-bas. Il est au village là-bas. Papa, il s'est fait vieux. Comment il va venir? Ton papa est venu. Hein, non. Il a appelé sa soeur à Abidjan. Ma soeur, voilà ce que ma femme m'a raconté. Sa femme dit, sa soeur te dit, toi tu es en France là-bas depuis des années, tu ne veux pas venir. Tu appelles sorcier, tu prends le sorcier, il paie transport. Il faut venir au village. Tout est dans la main de Dieu, il faut prier. Les vacances qui ont suivi là, le monsieur, lui, sa femme, ses enfants, et tous ils sont partis à Benouin. Ils ont passé les vacances. Son enfant était content. Mon enfant est venu, mon fils est venu. Il était content. Il a vu même les conditions dans lesquelles son papa vivait. Lui-même avait honte. Il avait honte même de ça. L'année qui a suivi, il a envoyé l'argent, il avait venu construire une grosse villa. Venu construire une grosse villa pour son papa au village. Et chaque année maintenant, chaque vacances maintenant, il vient avec sa famille, venir saluer son papa, sa maman. Et c'est 2 ou 3 ans plus tard, son père est décédé. Lui-même est venu faire les funérailles grandioses au village. Donc c'est pour vous dire que son sorcier là, il ne paye pas transport. Quelqu'un même qui est assis en France là-bas, le vieux ne connaît même pas chez son fils.
Mais dans le spirituel, il connaît là-bas déjà. C'est pour vous dire qu'on ne se cache pas des sorciers. Mais caché, je ne vais pas au village. Il y a sorcellerie. Je ne fais pas ceci. Sorcellerie ne peut pas transport. La solution là, c'est la prière. Priez, confiez vos vies à Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, allez-y chez les marabouts. Chez les marabouts, pour vous laver, pour faire les protections. Donc, c'était là ma petite histoire. Partagez, likez, commentez. Et puis, à la prochaine dans une autre histoire. Merci, DMG, pour le concept. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Tout d'abord, je veux remercier la communauté DMG pour vos avis sur mes messages. En fait, avant, j'avais l'habitude quand je racontais les messages, vu que je sais que quand je racontais les histoires, vu que je sais que je bégayais, je me plaignais souvent de ça. Je présentais des excuses de la façon dont j'ai raconté l'histoire et de ma voix. Mais je dirais heureusement, franchement, ça m'a fait plaisir de voir que non, vous m'avez soutenu, vous m'avez dit que non, je raconte très bien, on ne remarque pas que je bégaye. Franchement, depuis, vous m'avez donné, comment je dirais, une certaine confiance en moi que je ne saurais pas expliquer. Maintenant, je ne me gêne plus pour parler, je ne suis plus trop timide. Je me dis, si déjà la communauté DMG trouve que je m'exprime bien, pourquoi je veux me gêner à donner mon avis ou à parler? Donc, merci encore. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de l'un de mes cousins. À l'époque, j'étais au primaire, avant que je fasse mon CEP, il y avait ce cousin-là qui était très proche de mon grand frère direct. Ils étaient très proches et il m'avait promis 2000 si j'avais mon CEP. Donc, quand je me suis battue, en tout cas, vu que moi j'aimais l'argent à l'époque, je me suis battue pour avoir le CEP à cause de 2000. Donc, quand j'ai finalement eu mon CEP, je ne voyais plus ce cousin-là. Je ne le voyais plus. Je suis passée au collège. Je commençais à aller à l'école et tout. Et c'est mon grand frère qui payait ma scolarité. Et vu qu'il est commerçant, moi, je me rendais chez mon grand frère, je me rendais au marché pour aller prendre l'argent de la scolarité et rentrer. Et en allant au marché prendre l'argent chez mon frère, j'ai récupéré l'argent. En rentrant, j'étais encore dans le marché, en rentrant, je tombe sur ce cousin-là. Direct, moi, je me fâche, parce que ça faisait quand même une année. Je me fâche, je dis, mais toi, tu n'es pas bien, tu m'avais promis de l'argent. Si j'ai mon CEP, j'ai eu mon CEP, où sont mes 2000? Il m'a félicité. Ah, donc tu as finalement eu ton CEP. J'ai dit oui, j'ai eu mon CEP et tout. Il m'a dit d'accord. Moi, en fait, si tu me voyais pas, c'est parce que j'étais repartie au village, vu qu'il était commerçant. J'étais repartie au village. En ville, ici, les choses ne marchaient pas bien. Non, j'étais repartie au village. Donc là où tu me vois, je reviens du village. Je suis avec la marchandise pour vendre. Il faisait l'agriculture au village avec sa mère. Que non, je suis venue avec la marchandise pour vendre, mais je n'ai pas de l'argent à te donner. Je n'ai pas de l'argent à te donner vu que je viens à peine d'arriver, mais prends au moins un régime de bananes et les arachides. Il m'a donné ça. Je suis rentrée. Quand je rentre, maman me voit rentrer avec des colis. Elle sait que je suis allée juste récupérer l'argent. Elle me demande, mais tu as trouvé les colis là-haut? Moi, je lui dis, non, mais c'est mon cousin tel qui m'a donné ça. Maman avait l'enfant au dos. Elle a déposé l'enfant. Elle a dit, quel cousin? Je lui dis, mais le cousin tel, il m'avait promis de l'argent si j'avais mon CEP, mais vu que je ne le voyais plus, je l'ai croisé au marché là-bas et il m'a donné ça. Maman, elle appelle mon grand frère. Que non, est-ce que quand ta petite soeur est arrivée là-bas, tu lui as remis des colis? Mon grand frère dit, non, moi je lui ai juste remis de l'argent et elle est partie. Moi, je dis à maman, c'est le cousin tel qui m'a donné ça. Je vais te mentir pourquoi. Vu que j'étais aussi petite, je ne pouvais pas déjà mentir. Donc, après, maman a pris le téléphone, elle appelle sa grande sœur. Elle demande à sa grande sœur, ah, est-ce qu'on pourra se voir demain parce qu'il y a une situation chez moi à la maison ici. La grande sœur a dit, ok, pas de problème. Mais elle n'a pas expliqué à sa grande sœur, elle m'a rien expliqué aussi. Donc, elle me dit, ne touche pas aux bananes, aux arachides. Vu que notre grand-mère disait souvent à maman et à elle disait souvent à ses enfants que si vous recevez un colis, que ce soit un truc à manger ou quoi que ce soit, si vous recevez un colis, n'utilisez pas ça. Bon, si c'est un truc à manger,
Ne mangez pas ça le même jour. Laissez ça dormir pour que vous mangez ça le lendemain. Si le lendemain vous vous réveillez et que c'est le même colis, donc c'était pas un cadeau empoisonné. Mais si c'était un cadeau empoisonné, quand vous allez vous réveiller le matin, soit ça disparaît ou alors ça se transforme en bûche. C'est ce que notre grand-mère disait souvent. Donc, moi, je n'ai pas touché. Jusque-là encore, je ne comprends rien. Moi, je n'ai pas touché à ce colis, à rien. Le lendemain, maman me ramène chez sa grande sœur. Il y avait ses frères là-bas et tout. On arrive et tout. Elle dit à sa grande sœur, non, l'enfant était au marché et elle est revenue avec un colis. Elle dit que c'était le cousin qui lui a donné ça. On m'a demandé. Moi, j'ai dit oui, c'est ça. C'est là que la belle-sœur de maman me dit, oh, mais est-ce qu'elle sait qu'il était décédé? Moi, je reste calme. Je dis, décédé comment? Oh, oui, il était décédé. Je dis, non, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu au marché, on s'est touché. Je lui ai fait un câlin. Il est décédé à quel moment? Oh non, il était décédé. Donc, nous avons conclu en fait que les parents ont conclu que moi, je l'ai vu parce que je ne savais pas qu'il était décédé. Voilà pourquoi je lui ai croisé au marché. Mais la grande sœur de maman a quand même dit que je peux manger le colis, je peux garder le colis vu que c'est pour moi qu'il a donné. Il me devait quelque chose, donc il m'a remis un colis à la place et je peux manger. Donc les bananes, les arachides, j'ai mangé ça seul. Quand je préparais ça, je dis même à quelqu'un, goûte, qui va manger les bananes d'un fantôme. Personne ne voulait manger ça, j'ai fini ça seul. Et quand j'avais seulement une petite toux, ma mère me regardait bizarrement comme ça. Genre, est-ce que c'est pas la mort qui commence à arriver? Excusez-moi. Donc, l'histoire est passée. Après ça, les années sont passées. Je dirais, je suis arrivée au lycée. Quand j'arrive au lycée, c'est là que la maman de ce cousin-là tombe malade. On la ramène un peu partout, à l'hôpital. On fait tout, il n'y a pas de solution. On décide de la ramener chez les Noirs, chez les tradipraticiens. Les tradipraticiens font des trucs et on ne trouve pas de solution. Et on l'a ramené chez un marabout. Le marabout dit en fait, elle doit confesser. Quand elle va confesser, Dieu aura pitié de son âme. Et elle va mourir. Elle, quand elle a entendu qu'elle va mourir, elle a refusé de confesser. Elle a fait 2 ans dans la maladie. Après, un jour, elle est devenue paralysée. Elle a décidé de parler et faisait tout sur elle. Elle a appelé tout le monde et elle dit que non, c'est elle qui avait bouffé son fils. Que non, dans sa sorcellerie, elle avait vu que son fils avait une grande étoile et son fils devait être un très grand commerçant. Donc, elle ne pouvait pas accepter que son fils soit un très grand commerçant. Voilà pourquoi elle avait bouffé son fils pour que spirituellement, son fils soit son esclave. Donc, son fils fera des plantations au village pour elle, en esprit. Et c'est son fils qui viendra vendre en ville à sa place, en esprit aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et après avoir confessé, 2 mois après, elle est décédée. Donc, la morale, je ne sais pas quoi dire. Méfiez-vous de tout le monde. Déjà, c'était son seul fils, hein, mais elle ne s'est pas gênée à tuer son seul fils. Imagine ton unique enfant. Elle ne s'est pas gênée de tuer son unique enfant. Tout ça parce que quoi? Elle ne voulait pas que son fils réussisse dans la vie. Voilà mon histoire. Et excusez pour la longueur cette fois-ci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.